Ok, je pense qu'on a l'enregistrement qui est bon avec Loom. On verra si ça va tenir durant les 3 heures qu'on a prévues. Mais pour le moment, on essaie avec Loom. Donc, bonjour à tous. Je pense qu'il y a des gens qui continuent d'arriver. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Elias. Je suis ingénieur logiciel et je travaille avec une organisation américaine qui s'appelle OpenFN et on développe des solutions pour des gouvernements et des ONG principalement, mais c'est plus des solutions pour le grand public qui permettent d'automatiser des processus et de déplacer des données entre des systèmes. On est présent dans à peu près une soixantaine de pays et on est plus dans le Global South. Donc, personnellement, ça fait plus de bientôt 10 ans maintenant que je suis dans le milieu de l'ingénierie logicielle et ça fait plus de 10 ans que j'utilise Git et je peux vous assurer que je continue toujours d'apprendre des choses avec ce système-là. La raison pour laquelle j'ai proposé cette séance-là sur Git, ce meetup, c'est qu'il y a eu un ami sur Twitter qui avait demandé en fait à ce qu'on l'aide à comprendre Git. Et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour beaucoup de monde sur Twitter. C'est vraiment une séance pour les plus jeunes. Je cible les gens qui sont encore à l'université ou bien qui viennent de sortir et qui peut-être ne connaissent pas encore Git ou bien qui ont juste commencé à travailler avec. Je ne sais pas si Marc, tu es avec nous, mais c'est vraiment toi qui avais demandé cette séance. Je l'ai ouvert au grand public. Mais mon ami, c'est ta séance. Si tu es avec nous, tu peux vraiment ouvrir ton micro. Tu peux nous dire peut-être, vu qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde ne pourra pas se présenter, mais peut-être tu peux nous dire la raison pour laquelle tu as voulu qu'on fasse cette séance-là. Et d'une manière générale, guys, feel free, ouvrez vos micros, parlez. C'est vraiment pas un cours, c'est un meet-up. Je sais pas si vous connaissez les meet-up, mais il y a quelques années, ça se faisait beaucoup à Dakar, en tout cas, et ça se fait un peu partout dans le monde, mais c'est plus des rencontres les samedis matins, vraiment chill, où on partage. Il y a quelqu'un qui présente, quelqu'un qui dirige, mais c'est pas vraiment un cours, c'est pas un enseignant et des élèves, c'est plus un groupe de gens qui ont, qui partagent cette passion et qui ont des connaissances dans une technologie et qui discutent autour de la technologie. J'ai quand même préparé quelques trucs, mais c'est vraiment très, très relax. On va aller à un rythme très, très, très slow pour les débutants. Si vous pouvez suivre pendant que je tape des commandes, bien que j'explique, si vous pouvez les taper aussi sur vos machines, c'est bien. Mais je pense que vu que la session est enregistrée, peut-être le plus important, c'est de rester avec nous et de ne pas laisser le train filer et ensuite vous pourrez reprendre tout ceci. De toute façon, même de nos jours, apprendre, ce n'est plus compliqué. Il y a les LLM peuvent vous aider beaucoup à apprendre. Claude, ChatGPT, vous lui demandez du n'importe quoi sur Git. Ces LLM vont vous donner des ressources qui sont extraordinaires. Euh, vous, vous allez sur YouTube, vous avez énormément de ressources sur Git, même en français, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, c'est pas ça le but de cette séance-là. C'est pas vraiment de vous apprendre quoi que ce soit en quelque sorte. C'est juste un peu de partager des bonnes pratiques, cette technologie à quoi elle sert. Et c'est toujours mieux d'apprendre en groupe. Si on décide d'apprendre une technologie solo, on risque de repousser et finalement on le fait jamais. Moi, j'adore les meet-ups dans le sens où ça nous permet tous d'apprendre. Il y a un créneau horaire qui est imparti et après on part tous faire autre chose. Donc, merci d'être là. Et encore une fois, Marc, si tu es avec nous, je dis Marc parce que moi, quand je faisais cette séance-là, quand je la préparais avec toi comme ma cible, mais voilà, tout le monde, feel free to share your screen. Vas-y, Marc. Tu peux directement ouvrir ton micro, Marc, et parler. Tu, tu commences très mal si tu m'appelles Monsieur Marc. Ouais.
Ok, cool. Merci Marc. En tout cas, j'espère que tu vas arriver vers la fin à découvrir Git et à apprendre quelque chose. Et je vais beaucoup m'adresser à Marc Lega parce que c'est peut-être celui que je connais le plus ici avec Tafsir, mais voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment pour tout le monde, c'est juste pour les explications. Je vais considérer que si Marc arrive à comprendre, c'est que tout le monde aura compris. Donc c'est un peu ma cible. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je le répète encore une fois parce que I really mean it. Si vous avez quelque chose à dire, ouvrez vos micros. J'aurais voulu que tout le monde ouvre sa caméra, qu'on puisse simuler le maximum en environnement réel, mais ne levez pas la main, ouvrez votre micro, posez la question ou faites une contribution. It's open to everyone. Sinon, je vais continuer à parler et parler pendant 3 heures, ça va être très compliqué. Alright, on va pas perdre beaucoup plus de temps. Donc, Git, c'est quoi? Git, c'est un outil de collaboration. Moi, c'est comme ça que j'aime le voir. C'est-à-dire, c'est pas un langage de programmation, c'est pas une base de données, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de développer une application comme dans le sens de Python ou d'une technologie qui est vraiment orientée développement. Mais Git, vous pouvez le voir un peu comme un outil de communication. C'est plus pour communiquer dans des équipes. Donc, c'est pensé quand même pour être euh, orienté une personne. Donc, tu peux vraiment travailler seul en utilisant Git. Il y a énormément de fonctionnalités qui te seront utiles, mais la puissance de Git se voit le plus quand tu es dans une équipe. Et les gars, je tiens à dire quelque chose. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'anglais. Mon français n'est pas top, mais j'espère que je vais y arriver, qu'on va arriver à se comprendre. Mais n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc oui, je disais que c'est un outil de communication. C'est juste que ici, on va utiliser des lignes de commande, des commandes à écrire sur l'ordinateur pour communiquer dans la team ou bien pour sauvegarder notre travail, etc. Mais moi, j'aime toujours le voir comme un outil de communication, de la même manière que WhatsApp, c'est un outil de communication. C'est juste la manière de communiquer qui diffère, le langage qu'il faut utiliser pour communiquer ici qui va différer, et aussi l'objectif de l'outil. C'est-à-dire que c'est pas un outil avec lequel tu vas chatter avec tes amis ou bien tes collaborateurs. Peut-être que c'est possible. Je vois beaucoup de gens sur GitHub tenir des discussions autour de issues. Donc voilà, ça a un but très spécifique. Ça a été créé, je pense, la première version c'était en 2005, donc c'est pour ça que j'ouvrais cette page-là pour confirmer. Mais je pense que c'est le 7 avril 2005. C'est créé par un gars qui est très connu dans le domaine de l'informatique, Linus Torvalds, c'est lui qui a créé Linux. C'est un système d'exploitation comme Windows et Mac. Et Linus avait un problème en fait, c'est qu'il a c'était le principal contributeur, celui qui coordonnait l'ensemble des développements de Linux. Et si vous connaissez Linux, vous savez que c'est un système open source, c'est-à-dire que c'est tout le monde, partout dans le monde, qui propose des fonctionnalités, qui code, qui envoie des fonctionnalités. Et Linus lui-même, dans des conférences, a dit que il arrive que lui et sa team un peu partout dans le monde, qui reçoit des propositions de code qui viennent d'Afrique, de l'Australie, et parfois qu'il passe énormément de temps par mail à discuter, parfois même à rouspéter avec des gens qu'il ne connaît pas. Donc, à dire que non, ceci n'est pas bon, ce code, je l'aime pas, ou bien j'aime ce code, etc. Et souvent, les codes étaient envoyés sous forme de patch, soit dans des dossiers zippés ou bien dans des fichiers qui sont envoyés. Et il devait ouvrir ces fichiers-là tout en cherchant qu'il ne sait pas si c'est des malwares. Donc, regarder le code en détail, décider de couper et coller le code dans des bons endroits dans la code base, etc. Et ça, c'était très compliqué. Et donc, il y avait des outils qui pouvaient l'aider. À l'époque, il y avait pas mal d'outils. La famille de ces outils-là s'appelle les VCS, Version Control System. On ne va pas trop faire ces définitions-là, vous pouvez les lire sur Wikipédia. Mais il y avait des outils qui existaient. Mais en gros, Linus n'aimait pas ces outils pour X raisons. On va pas trop passer de temps dessus. Et il a décidé de créer son outil qui réglait ses problèmes dans le développement de Linux. Donc, vu que lui,
c'était le principal contributeur, c'était lui qui approuvait ou bien désapprouvait des propositions de code. Il a d'abord pensé l'outil comme son outil, donc il a pensé comme un développeur individuel. Donc, si vous voyez bien, ce qui nous permet de transitionner. En fait, sur Git, vous avez le concept de Git, c'est un concept où tu as des workspaces. Donc, essayez d'imaginer dans un bureau réel où tu as un fichier ou bien un document qui arrive sur ton bureau que tu dois lire, comprendre ce qu'il y a dans le document, peut-être c'est une lettre administrative, et ensuite, ce document-là, tu veux le passer à un autre endroit. Peut-être que tu vas le mettre dans ton tiroir ou bien quelque part où tu classes les dossiers que tu as déjà lus. Et ensuite, tu veux peut-être le ranger dans un endroit un peu plus loin de ton bureau où quelqu'un va venir le prendre et l'envoyer à un autre bureau ou bien le donner à un courrier pour qu'il aille même par la poste et aller à un autre endroit. En Git, c'est un peu similaire. Quand tu as un code, il est dans ton working directory, ce qui est ton dossier dans ta machine, document, lab, image, tout ce que tu veux, code. Donc, tu as un dossier dans lequel tu travailles. Si tu as un projet qui s'appelle Mon projet XYZ, le dossier va probablement s'appeler Mon projet XYZ. Et ce dossier-là, si tu l'initialises pour qu'il soit un dossier Git, ce dossier, c'est ton working directory. Chaque fichier que tu modifies, chaque fichier que tu crées, tu supprimes, tu ajoutes du texte à l'intérieur de ce fichier, bien, tu ajoutes des dossiers, chaque action que tu fais dans ce dossier de travail va se retrouver dans ce dossier-là. Maintenant, quand tu vas ajouter ces dossiers que tu crées dans Git, quand tu vas demander à Git de les traquer, tu passes à un espace virtuel, un espace qui n'existe pas réellement dans ton dossier actuel, mais qui existe dans le dossier de Git qu'on appelle le staging area. Donc, tes fichiers vont passer là-bas et Git, le staging area, c'est comme si Git va te dire, je connais ces fichiers maintenant, ils sont là, je suis en train de les traquer. Toute modification que tu fais, je suis en train de traquer ces modifications que tu fais. Maintenant, tu peux ranger ces modifications dans ce qu'on appelle un repository. Et un repository, c'est aussi encore une organisation logique de tes fichiers. C'est comme si tu as sauvegardé. Quand tu mets dans un repository, c'est comme si tu as sauvegardé à l'instant T tout le travail que tu as fait depuis le début jusqu'à cet instant-là. Et cette action de faire ça, c'est ce qu'on appelle un commit. On va voir en fait qu'on va beaucoup parler de commit aujourd'hui. Et quand tu as ce repository, il est en local, tu es toujours dans ta machine. Si tu travailles seul et que tu as confiance en ta machine et que tu sais que elle sera jamais volée, elle va jamais se casser, etc., tu peux te limiter là. Tu peux garder dans ta machine et continuer à modifier tes fichiers et tu as tes sauvegardes qui sont dans ta machine. Si tu veux restaurer le travail que tu avais fait hier matin, tu peux toujours le faire. Mais tu as deux problèmes. Ici, tu ne peux pas vraiment collaborer avec, par exemple, Tafsir qui est à Dakar. Si moi, je suis à Sali, je ne peux pas collaborer avec Tafsir parce que Tafsir n'a pas accès à mon ordi, à moins que je lui donne accès à distance, etc. Tout ça, c'est compliqué. L'autre problème, c'est que tu cours quand même le risque de ne pas avoir un backup qui est solide. C'est-à-dire, si ta machine, au moindre problème, tu risques de perdre ton travail parce que tu l'as toujours dans ta machine. Pour ceux qui font leur mémoire, je pense que vous savez à peu près ce stress-là, où tu as envie en tout cas, moi, à mon époque, on mettait dans une clé USB, ensuite, on mettait dans Google Drive, etc. Et tu avais tout le temps ta clé avec toi. Je pense que les étudiants de master, ils avaient tout le temps une clé qu'il fallait acheter avec les fournitures. Bref, si tu n'as pas envie de perdre ton travail, là, tu peux maintenant envoyer ton travail dans un dépôt en remote. Et il y a plein de dépôts en remote. Vous-même, vous pouvez configurer votre propre dépôt en remote dans votre propre serveur que vous louez chez Amazon ou bien chez DigitalOcean ou bien un serveur que vous créez vous-même chez vous. Vous pouvez envoyer, sinon il y a des services autour de cette sauvegarde en ligne-là. Le service le plus connu, c'est GitHub. C'est une plateforme américaine, c'est un réseau social de développeurs où ils sauvegardent leur travail. Pensez un peu Google Drive et Twitter combinés peut-être, ou bien Google Drive et Facebook combinés. Il y a une partie réseau social dans GitHub où vous pouvez, je pense que je peux aller sur GitHub et vous montrer ça.
Donc, quand je pars sur GitHub, vous voyez, quand tu viens dans GitHub, tu as cet accès. Ici, c'est un feed un peu comme Twitter. Tu peux voir tes followers ou bien ceux que tu follow, ce qu'ils font. Je peux voir, par exemple, ce gars-là, il a un pull request qui a été mergé. On verra c'est quoi un pull request, etc. Je peux voir que ce gars-là, il a créé un new dépôt qui s'appelle Forkney et je peux peut-être ouvrir le dépôt, aller voir sur quoi il travaille. Donc, tu as vraiment un aspect social dans GitHub. Toi, en tant que utilisateur de GitHub, tu as ton profil et on parlera après de ça. Mais voilà, GitHub, c'est un service qui va te permettre de sauvegarder ton travail, mais aussi de collaborer avec d'autres personnes. Nous, notre entreprise, par exemple, on a une page dédiée dans GitHub où toute la collaboration se fait. Donc, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, tu vas aller regarder GitHub, voir qui a changé quoi, regarder tes pull requests. Est-ce que ton dernier pull request d'hier soir a été mergé? Est-ce que tes reviewers ont regardé? On va voir tout ça, ce que c'est. Mais voilà, ça devient l'espace de travail. Une fois que tu termines ton travail en local, tu l'envoies ici. Il n'y a pas que GitHub. GitHub, c'est juste un service, c'est le plus populaire, mais il y en a d'autres. À l'époque, je pense qu'il y avait Bitbucket, il y avait GitLab, il y en avait plein. Moi, je ne connais pas trop ces autres plateformes-là, mais je sais que c'est des plateformes qui sont aussi valuable que GitHub. Donc, ils ont les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc, il se trouve que GitHub, c'est le plus connu. Donc, voici les 4 étapes clés. On va passer tout notre temps dans ces 4 étapes. Principalement, en première partie, on sera sur ces 3 étapes et vers la fin, on va aller sur GitHub et voir un peu comment la collaboration se passe sur GitHub. Je pense, j'ai 2 fichiers que je vais vous partager après, euh, que j'ai créé pour ceux qui veulent suivre. Alors, si vous voulez, on va y arriver plus tard, mais sur GitHub, déjà, il y a un cheat sheet que j'ai fait où toutes les commandes qu'on verra aujourd'hui se trouvent dans ce cheat sheet-là. Je vais envoyer ce lien dans le chat. Euh, donc, ouais, j'ai envoyé le lien dans le chat. Ça, c'est le cheat sheet. Donc, ça, vous regardez après hein, quand on aura fini. Et il y a un document qui va vous permettre de vous connecter avec GitHub avec votre machine. Moi, j'ai déjà fait ça. C'est un peu compliqué. J'ai pas envie de supprimer tout ce que j'ai dans ma machine pour le refaire. Donc, malheureusement, on le fera pas. Je vais pas changer je pouvais pas changer mes configurations que j'ai déjà fait, mais j'ai tout mis dans ce document-là sur quelqu'un qui vient d'installer Git dans sa machine et qui veut connecter sa machine à GitHub. Voici les procédures. Globalement, il y a 2 méthodes. Il y a cette méthode-là que je trouve plus facile pour un débutant, mais elle est trop routinière. Si vous êtes un débutant, je vous suggère cette méthode-là dans un premier temps. Mais il y a la méthode avec les HSS keys, qui est la méthode que je recommande pour les gens qui sont un peu plus à l'aise avec la machine. Ensuite, il y a aussi GitHub Desktop. Si vous ne voulez pas suivre ce document-là, ça peut être un peu fastidieux. Pas GitHub Desktop, GitHub CLI. Vous pouvez installer cet outil-là. Vous installez d'abord Git et vous installez cet outil. Une fois que vous l'installez, l'outil va à peu près faire pour vous ce travail-là. Et donc, vous faites après GH space hôte. Je pense que c'est ce que vous faites. Je pense que j'ai la commande. Je ne sais pas si vous voyez mon écran toujours. Vous faites GH hôte login. Vous tapez cette commande-là et normalement, ça va vous demander de vous connecter. Ça va ouvrir le navigateur pour vous demander de vous connecter à votre compte GitHub et il aura fait, une fois que la connexion réussit, ça va faire toutes ces commandes derrière pour configurer. Donc peut-être finalement pour les débutants, c'est ça que je vous conseille. Installez Git d'abord, ensuite installez cette commande et ensuite faites la commande gh-login et ça va vous demander de passer par quelques étapes et vous aurez une bonne installation de Git qui est connecté à GitHub dans votre machine. Je vais mettre à jour après ce document-là pour mentionner GitHub CLI. All right. Est-ce qu'il y a des questions so far? On progresse? Je pense qu'il y a des gens qui veulent entrer. OK. En tout cas, si vous avez des questions ou bien des recommandations, ouvrez vos micros et parlez.
Donc, Git, comme c'est un outil de communication et de collaboration, il y a ce qu'on appelle la timeline. Il y a toute la philosophie de Git, c'est que à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez prendre une photo, un screenshot, un snapshot de votre travail et de dire, OK, on est le samedi 18 octobre 2025 à 9h30. Voici l'état de mon projet, les fichiers que j'ai ajoutés, les fichiers que j'ai supprimés, les fichiers que j'ai modifiés, etc. Prends-le en photo, photo entre guillemets ici, hein, et sauvegarde-moi ça. Donc, chaque point que vous voyez ici, c'est une photo qui a été prise. Et ensuite, tu continues de travailler, et vers midi, quand tu auras fini, tu prends une autre photo. L'après-midi, tu continues, demain, ainsi de suite. À chaque fois que tu fais un bon bout de travail que tu veux sauvegarder pour X raisons, tu le prends en photo. Cette photo que tu prends, c'est ce qu'on appelle un commit dans le langage Git. Donc, chaque point que vous voyez ici, c'est un commit. OK? Et les commits s'enchaînent en fait sur le temps. Donc, vous avez un commit, il connaît toujours le commit qui le précède. Pour ceux qui font les data structure and algorithms, c'est une liste chaînée. Chaque nœud ici connaît son parent, et ainsi de suite. Donc, vous avez une ligne dans le temps où vous avez les différents commits qui ont été faits. Et cette ligne, c'est votre timeline, c'est votre branche principale. OK? Donc Git init va créer le tout premier commit, donc la toute première photo de votre projet. Peut-être que le projet est vide, peut-être que vous avez X fichiers à l'intérieur. Ensuite, vous faites des commits, ça passe, commit, ça passe. Et head, c'est un pointer, donc c'est une sorte de marqueur de là où vous vous trouvez sur cette timeline. Et donc, en gros, beaucoup d'actions qu'on va faire avec Git, on va déplacer ce head-là sur cette timeline. Par exemple, actuellement, cette ligne, elle se lit de la gauche vers la droite. Donc, premier commit, ça a été ici. Dernier commit, c'est celui-là. Head pointe sur mon dernier commit. En temps normal, head va tout le temps pointer sur le dernier commit. Maintenant, vous pouvez déplacer head pour faire des choses. Par exemple, si je veux modifier le commit ici, je peux déplacer head ici et modifier et faire revenir head. Si je veux supprimer ces trois derniers commits, je peux déplacer head ici et supprimer ces commits. On verra comment ça se fait avec des commandes. Mais si vous voulez vraiment comprendre Git, je vous suggère de beaucoup vous pencher sur head et comment il fonctionne. Et pour les plus curieux, vous pouvez aller voir en fait comment tout ça fonctionne, comment Git fonctionne en interne. Nous, aujourd'hui, on va pas y arriver. Je pense que j'ai un article là-dessus sur les internals de Git. Laisse-moi voir. Pour ceux qui veulent plus de lecture. Vas-y, Kofi. Je vois pas tout le temps le partage d'écran, le Meet, donc tu peux juste parler directement. Il y a un article que je cherche. Voilà. Il y a cet article-là que j'avais écrit il y a quelques temps maintenant. Ça vous parle de Git à l'intérieur. Donc, les éléments qui se trouvent, il y a une partie consacrée à Head, etc. Mais c'est un peu plus avancé, hein. Vous pouvez le lire peut-être après la séance d'aujourd'hui. Je le mets dans le chat. Kofi, si tu veux parler, tu peux prendre la parole. Alright. Donc, on sait que Git a cette notion de prise de photo, prise de snapshot, qui permet de prendre des sauvegardes à chaque moment qu'on en a besoin de notre projet, de notre code. Et ces sauvegardes sont appelées des commits. Et l'enchaînement de ces commits, c'est ce qu'on appelle une timeline. Et on verra qu'on peut mettre des noms à ces timelines qu'on va appeler des branches. Si on regarde un peu ces points-là, par exemple, si on zoome dans ce point, un commit a tout le temps ce qu'on appelle un hash, c'est l'identifiant du commit dans cette chaîne. Donc, c'est vraiment une chaîne de caractères qui est unique, qui va identifier ce commit. Et on verra que ce hash-là, on peut l'utiliser pour faire plein de choses, pour modifier un commit, pour modifier des branches, etc., etc. Le commit a tout le temps un auteur, donc c'est celui qui a fait le commit, la date et l'heure à laquelle le commit a été fait et un message associé au commit. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Souvent, tu fais un petit message pour te rappeler de ce que tu faisais globalement à cet instant-là. Si par exemple tu travaillais sur un bouton qui permet d'ajouter des éléments dans un panier, bah, tu peux dire ajouter ou bien bouton panier ou ajouter élément dans le panier. On verra après les bonnes
les bons standards, les bonnes manières de faire des commit messages. Parfois, les développeurs, ils blaguent trop en disant que voilà, c'est la tâche la plus compliquée en développement. Mais on verra pourquoi parfois c'est compliqué parce que quand on fait ces présentations, on fait comme si tout est nickel. Yes, bonjour. Ouais, ouais. Il dit, voici ma question. Est-ce que pour l'usage de Git, suis-je obligé d'installer en local ou bien tout peut se faire en web? Alors, bonne question. Git, d'abord, tu l'installes en local. En réalité, Git n'existe pas sur le web. C'est les services qui existent sur le web, c'est GitHub, c'est les services autour de Git. Je sais pas quelle est la bonne explication, une bonne analogie que je peux te faire ici. C'est comme si, par exemple, euh, j'ai pas forcément une analogie, mais supposons que Word, parce que Word maintenant existe en web, mais il y a quelques années, supposons que tu avais Word dans ta machine, tu rédiges un bon bouquin ou bien un bon texte, un bon cours pour tes élèves. Si tu veux sauvegarder, tu es obligé d'aller peut-être sur Google Drive et coller là-bas ton document Word. Et Google Drive, c'est le service en ligne, mais Word en soi, c'est dans ta machine. Git, c'est un outil que tu installes dans ta machine. Ça traque vraiment des fichiers qui se trouvent dans ta machine. Donc, si tu veux traquer les fichiers se trouvant dans ta machine, tu es obligé d'installer l'outil. Maintenant, il y a des alternatives desktop. Moi, je déteste ces alternatives, je les utilise pas, donc je voulais même pas en parler. Mais tu as par exemple Git Desktop, je pense que tu as SourceTree, il y a plein d'alternatives où tu n'utilises pas la ligne de commande. Tu vas cliquer sur des boutons et faire tes commits, etc. Honnêtement, moi, je sais même pas comment ça se fait. Je déteste ça parce que je pense que ça prend énormément de temps. Et Git n'est pas compliqué. On passe beaucoup de temps là sur la théorie, mais vous allez voir que c'est moins de 10 commandes qu'il faut vraiment retenir pour commencer à faire des choses sur Git. Ensuite, maintenant, si tu veux faire des choses avancées, il y a des commandes plus avancées. Okay. Uh, okay, so this is author. All right. Donc, comme je disais, yes, yes, tu l'installes dans ta machine et ça peut te permettre de ne pas taper de commande en ligne de commande. Tu peux, ouais, ça, oui, vas-y. Oui, ça, je pense que ça t'empêche. Je l'ai jamais utilisé, hein, je pense peut-être une ou deux fois par curiosité. Mais tu peux faire des commits en cliquant sur un bouton, tu peux enlever un commit, il y a en tout cas les actions les plus basiques, tu peux les faire là-bas. Mais je pense que pour des choses hyper avancées, tu seras obligé d'utiliser la ligne de commande. Ouais. En tout cas, si vous êtes développeur ou bien aspirant à être développeur, je vous déconseille pour le moment d'utiliser Git Desktop. Et l'autre chose que je veux mentionner, c'est que ne retenez pas les commandes dont on va parler ici. Maintenant, avec les LLM, la bonne chose en développement, c'est qu'il faut juste retenir les concepts, les méthodologies, la partie scientifique de la chose, si je peux m'exprimer comme ça. Mais les lignes, les commandes, les syntaxes et tout ça, laissez ça au LLM. Allez demander à Claude, dites-lui comment on fait un commit, par exemple. Si tu as oublié que c'est git commit, etc. Mais retiens que faire un commit, ça permet de faire X, Y, Z et quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire, etc. Ça, c'est de ta responsabilité. Dans quel scénario tu te retrouves pour utiliser tel outil de Git. Mais ne retenez pas du tout les commandes. Moi, je ne pense pas que je retiens. S'il y a des commandes que je retiens, c'est juste parce que j'ai eu la chance de développer avant les LLM et que, voilà, au fur et à mesure que tu le fais, tu finis par les retenir. Mais en informatique, même avant les LLM, ça n'a jamais été une bonne stratégie de retenir les commandes. Il faut juste retenir en fait le savoir et les commandes, c'est juste des choses que tu peux retrouver dans des livres ou bien des LLM. OK? Alright, donc ça c'est un commit. Donc on a fait un zoom dans un commit. Il y a toute une théorie autour des commits. Atomic commit, comment faire de bons commits. Nous aujourd'hui on ne va pas aller dans ça. On verra si peut-être on fera une autre session pour rentrer dans ces théories-là. Mais sachez qu'un commit, ça vous permet de capturer un travail que vous voulez sauvegarder. Donc, souvent, vous le faites avec un git commit -m et vous donnez le message. On verra des variantes de ça, si vous voulez donner un long message, etc., comment le faire. OK? Donc, comme j'ai dit, les commits s'enchaînent.
Chaque commit connaît son parent. Ça vous permet de naviguer dans les commits, de retourner à un point de départ ou à un point d'arrivée. Ensuite, maintenant, il peut y arriver que si vous êtes, par exemple, deux dans un projet, ou bien même tu es seul, tu as ta branche principale, souvent qu'on appelle main ou master. Tu as cette branche principale-là dans laquelle tu travailles. Tu veux que cette branche principale soit clean. Tu veux que chaque chose que tu mets dans cette branche principale, c'est vraiment quelque chose, un travail que tu as validé, que tu as terminé. Supposons que tu rédiges ton mémoire. Tu as la branche principale, c'est la version de ton mémoire qui est ready pour que tu le montres à tout moment à toute personne qui te demande de le voir, y compris ton superviseur. Cette branche, tu ne veux pas faire beaucoup de brouillon sur cette branche-là. Donc, tu vas tout le temps la garder clean. Tu ne commits sur cette branche que quand tu as quelque chose que tu as écrit, tu as relu, dont tu sais qu'en fait, ça, c'est nickel. Ça, je suis prêt à le montrer à quelqu'un et ça fait logique avec la version précédente. Maintenant, si tu veux travailler sur une nouvelle section de ton mémoire, c'est une section que tu vas appeler peut-être, je ne sais pas moi, résultat des expériences. Tu sais que tu n'as pas encore les idées en place, tu veux modifier ton document Word ou bien ton Markdown, tu veux le modifier et mettre des idées vrac, tu n'as pas les phrases correctes, tu écris vraiment d'une manière brouillon. Souvent, ce qu'on fait en guide, tu peux le faire sur la même branche, mais ce qu'on fait souvent en guide, c'est qu'on tire ce qu'on appelle une branche à partir d'un point. Tu tires ta branche, on verra comment le faire. Et quand tu tires une branche, tu as l'ensemble du travail qui a été fait jusqu'à l'instant où tu tires la branche, qui est dans cette branche-là. Donc, quand tu tires la branche, tu as tout ce que tu avais tout ce que tu avais depuis le début de ton travail jusqu'à témoin le temps où tu tires ta branche. Et maintenant, sur cette branche-là, il y a deux histoires, deux versions de ton travail en parallèle. La main branche, elle continue d'être là, mais tout ce que tu vas ajouter quand tu es sur une nouvelle branche reste dans cette branche-là. Donc, tu n'es pas en train de toucher ton travail dans sa version main. Tu es en train de le toucher dans la version de la branche que tu es en train de... C'est comme si tu fais un duplicat de ton document et tu travailles sur ce duplicat. Après, tu reviens pour copier-coller dans le document principal. Sauf que ici, Git va te faire le copier-coller automatiquement. Donc, tu ne vas pas le faire toi-même. Une fois que tu tires ta branche, tu travailles, tu rajoutes tes sections, tu passes 2 jours à travailler dessus et tu te dis, OK, c'est prêt, je l'ai lu, je l'ai donné à mon collègue ou bien à mon camarade de classe, il l'a lu aussi et puis c'est nickel, on pense que c'est bon. Tu appliques ce qu'on appelle un merge, ça te fait revenir. Donc, tu appliques un merge, tu reviens, tu remets ton travail dans la branche principale. Et ça te permet de garder une historique de ta branche principale qui est clean. Et quand tu veux faire des expérimentations ou bien des essais, tu tires des branches. Souvent, c'est comme ça qu'on travaille. On verra ça plus tard, comment tirer des branches. Mais connaître cette notion de branche-là, elle est très importante. Quand est-ce que tu en as besoin? C'est quand tu veux travailler en mode isolé pour ne pas un peu mess up avec ta version stable. En termes de code, on appelle ça version stable. Si c'est un document sur lequel tu travailles, comme j'ai dit, mémoire ou whatever, c'est juste ton brouillon ou ce genre de choses, le draft. OK, je pense que j'ai vu une question. Alors, je ne pourrais pas tout le temps voir les questions hein, parce que mon Meet est dans un autre écran. Souvenez un peu en retard, j'aimerais savoir si le meeting sera enregistré. Oui, on a lancé un Loom. Je ne sais pas si le Loom va tenir les 3 heures, mais s'il s'arrête, on va relancer. Je pense que le Loom sera assez clair. Ouais, je pense qu'il y aura des vidéos en tout cas. Pour le moment, je ne promets pas grand-chose, mais oui, je pense qu'il y en aura. Alright, donc tu as cette notion de merge, tu as cette notion de tirer une branche, travailler sur cette branche-là, et ensuite, une fois que tu termines et que tu es satisfait, tu la remets dans la branche principale. Et tu as toujours ta branche principale, rappelez-vous, qui est cette branche qui est la plus importante, où se trouve le code ou bien le travail qui est clean. Après, en termes de merge, tu as deux stratégies. Tu as la stratégie merge qui permet de combiner le travail que tu as fait et de créer un nouveau commit qu'on appelle un merge commit dans la branche principale.
Donc, c'est comme si tu travailles jusqu'à ce que tu termines. Tu prends le dernier commit qui contient tout ton travail dans cette branche, tu le merges dans la branche main et tu as ce qu'on appelle un merge commit. Alors, l'inconvénient avec ça, c'est que tu perds à peu près l'historique dans cette branche-là. Une fois que tu merges dans cette branche principale, tu n'as pas l'historique. Tu as juste le merge commit. Tu as juste le dernier commit qui est remis ici, dans un merge commit. Il y a la stratégie rebase. Moi, je n'aime pas trop la stratégie rebase. Je préfère la stratégie merge. Euh, euh, je dirai peut-être plus tard pourquoi. Peut-être qu'on va voir pourquoi. Mais je vous partage aussi un autre article que j'avais écrit sur ces stratégies-là. Donc, c'est un peu un article un tout petit peu philosophique, mais il y a des commandes, il y a un peu de technique dessus. Mais voilà, ça vous fait une comparaison en gros de merge et rebase et qu'est-ce qui est souvent le plus utilisé en entreprise. Où est-ce que j'étais? Là. Donc, merge, très cool. Je pense que c'est une stratégie qui est la plus adoptée. Mais il y a la stratégie rebase et parfois, tu n'as pas vraiment le choix. Parfois, il y a des scénarios où tu te trouves, tu es obligé de faire un rebase. Alors, c'est quoi le principe du rebase? C'est que tu as tiré ta branche, tu as travaillé, tu as fait 3 sauvegardes dans cette branche-là. Pour rebase, tu vas prendre tes 3 sauvegardes et tu vas les replacer dans la branche principale. Donc ici, au lieu d'avoir un merge commit, tu auras 3 autres snapshots dans ta branche principale. Ce qui fait que si tes commits-là que tu avais fait dans cette branche feature, elles ne sont pas atomiques, tu as un langage pas correct dessus, etc., ce même langage va se retrouver ici, dans l'histoire, dans la branche principale. Alors, souvent, ce qui est recommandé, je pense qu'on aura le temps de faire ça, c'est de faire ce qu'on appelle du interactive rebase pour modifier les commits, faire du rewarding et s'assurer que tout est nickel, ou bien en tout cas c'est à peu près acceptable, et avant de faire un rebase. Mais dans les grandes teams, en tout cas que moi je connais, on ne fait jamais de rebase dans la branche principale. On peut faire des rebases dans nos branches, dans les branches qu'on tire, mais dans la branche principale, c'est souvent du merge qui est fait. Donc, si vous voyez bien ici, on avait ABC dans la branche principale avant. Ensuite, une fois qu'on fait notre rebase, on a ABC. Ensuite, on a D qui est ce commit, E et F qui sont placés en avant de ABC. Okay, on se retrouve avec 6 commits, là où on s'était retrouvé avec 5 commits ici. Donc, juste un commit supplémentaire. Attention, ne jamais rebaser une branche déjà partagée sur GitHub. C'est pas vraiment une règle hyper stricte, mais moi, je tiens tout le temps à le rappeler aux gens. Quand tu merges une branche partagée quand tu rebases une branche partagée sur GitHub, peut-être que quelqu'un avait déjà pull ta branche. Et rebaser, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rebases, il y a des chances que tu modifies les commit hash, les hashes de ton commit, c'est-à-dire cet identifiant-là. Et si quelqu'un avait déjà pull, bah, il risque de se retrouver avec un travail obsolète qui n'existe plus. Et Git ne saura plus comment consolider ce travail. Alright, il y a Squash. On verra plus tard Squash. Mais Squash, ça te permet de combiner un ensemble de commits en un seul commit et le mettre dans la branche principale. Ça va te permettre, en gros, de garder les messages des autres commits. Comme ça, on peut les voir. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais comme théorie sur Git. Si vous n'avez pas de questions ni de recommandations, on peut passer à la partie pratique. Yes, Umaina? Très, très bonne question. Il n'y a pas une seule manière de faire. Oui, c'est bien possible d'avoir, si vous êtes par exemple une équipe de 3 personnes, il y a un qui travaille sur la base de données, un autre sur les middleware et un autre sur le front-end. Rien ne vous empêche de dire, OK, on va avoir une branche principale et on va avoir des branches pour chaque métier. On va avoir une branche front-end, une branche middleware, une branche database et ensuite on va les merger.
Mais ce n'est pas vraiment le scénario le plus adapté. Il y a ce qu'on appelle aussi les repositories. Vous pouvez, dans ce cas-là, le plus à, en fait, vous pouvez travailler sous forme de repo. Si par exemple, si les technologies sont totalement différentes, par exemple, si celui qui travaille sur le front-end, c'est du React et il a besoin de communiquer avec celui qui travaille sur le back-end avec du REST, une API qui sera mise en place. Dans ce cas, c'est deux dépôts, c'est deux projets différents. Celui qui est sur React doit avoir son dépôt dans lequel il va avoir son propre workflow Git avec ses branches principales, branche par feature, etc. Et celui qui travaille sur back aussi va faire pareil, etc. Si maintenant c'est un monolithe où vous n'avez pas forcément une séparation front-back, mais c'est plus une application server-side rendering, par exemple, vous pouvez vous organiser comme ça. Mais sachez que l'idée des branches, il n'y a qu'une seule branche principale dans un dépôt. Donc, à tout moment, vous pouvez merger. Alors, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous créez des branches, le gars de front-end peut tout le temps préfixer ses branches avec un préfixe. Vous pouvez faire, par exemple, git, vous pouvez faire something like git checkout minus b fr front-end slash page login, par exemple. Il peut tout le temps appeler ces branches comme ça, front-end slash, ou bien front-end-page login. Vous pouvez définir des préfixes. Souvent, c'est les préfixes, on met des slash et le nom de la branche. Mais ça, par exemple, ce serait peut-être la réponse à ta question. Vous pouvez définir des préfixes. Et lui, on saura que cette branche-là, c'est le front-end et il est en train de travailler sur page login. Et celui qui travaille sur le back-end fera pareil. Et quand vous voulez merger, voilà, vous mergez dans main et la branche, après, elle est supprimée ou bien elle est gardée. Et quand il a une autre feature sur front-end, il refait pareil, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais sachez que, comme j'ai dit, Git est un outil de communication. C'est vous qui définissez comment vous voulez communiquer, quelles règles vous adoptez. Git ne le définit pas. Après, il y a des frameworks autour de Git. Il y a par exemple Gitflow. Je le déteste. Je ne le recommande pas, mais ça existe. Gitflow, c'est un framework qui est hyper compliqué, je trouve, mais qui vous permet, par exemple, de gérer ces histoires de comment créer des branches, comment appeler vos branches, etc. Mais souvent, la team, elle définit, vous en discutez et vous définissez quelque chose qui marche pour vous, quoi. Great. Maïna. Momar, Momar, t'es avec nous? Bonjour. Non, je pense que je sais pas, c'était pas une bonne explication. Tu ne les perds pas dans le sens où si ta branche reste, si tu ne supprimes pas ta branche feature, elle continue d'exister. Tu peux tout le temps revenir sur cette branche, continuer de travailler dessus et remerger à nouveau, etc. Mais sur la branche main, tu as un seul commit et c'est ton merge commit. Et ton merge commit va combiner tout ton travail. Mais en termes de contenu des messages des commits, tu perds les différents, par exemple, tu perds ici les deux commits, dans le sens où tu les perds dans cette branche, tu les as pas dans cette branche-là. Tu as un nouveau commit qu'on appelle un merge commit qui va ramener tout le travail que tu avais fait ici, mais dans un nouveau commit. OK? Et donc, pour quelqu'un qui regarde seulement la branche main, il ne voit que le commit A, B, C, D, E. Il ne voit pas ces commits-là si tu les avais appelés X, Y, par exemple. OK? Tandis qu'avec Rebase, il prend les commits, il les ramène dans la branche principale. OK? Donc, tu as les commits A, B, C, D et tu as E et F aussi, qui sont dans ta branche principale. C'est ce que je voulais dire. Mais tu ne les perds pas dans le sens où si tu ne supprimes pas ta branche, les commits sont toujours là-bas. Mais si tu supprimes ta branche et que tu as fait un merge, ouais, tu les perds. Bon, après, il y a des stratégies pour essayer de récupérer ce que tu as supprimé. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui, mais il y a par exemple Gitreflog que tu peux utiliser ou ce genre de choses-là. OK, cool.
Et oui, si je rate des explications, n'hésitez pas à poser des questions pour clarifier. Oui, Mohamed, vous pouvez ouvrir vos micros directement, hein, les gars. Oui, le snapshot, comme son nom l'indique, c'est une capture de l'état de ton repo à cet instant-là. Supposons que tu travailles, tu as un fichier qui s'appelle index.html et un autre fichier qui s'appelle euh, index.css. Tu fais un git init, tu fais un git add et tu fais un git commit. Git init, c'est parce que tu es au début. Donc, tu fais un git add, git commit et tu viens d'ajouter tes deux fichiers et tu viens de faire une capture de l'état de ces deux fichiers. Donc, à cet instant-là, tu as deux fichiers dans ton commit. Tu as index.html et index.css. Maintenant, une fois que tu fais ce commit, tu reviens pour travailler, tu continues, tu modifies le index.html, mais tu ne touches pas au index.css. Quand tu fais un nouveau git commit, cette fois-ci, dans ce commit, tu as le index.html, les modifications que tu as fait dessus. Il ne prend pas la différence dans le commit. Il prend le fichier et il le met. Pour voir la différence, tu vas après faire un git diff. Mais il prend encore une nouvelle photo de ton travail et il va se dire, OK, dans le dossier, il y a toujours index.css et il y a index.html. Mais index.html, cette fois-ci, contient voici cette fois-ci l'état de index.html. Donc, si tu avais 40 lignes avant et que cette fois-ci tu as 60 lignes, tu as une copie de index.html dans l'ancien commit avec 40 lignes et une copie de index.html dans le nouveau commit avec 60 lignes. Et il le capture à nouveau. Et le nouveau commit que tu as fait, il connaît le commit parent, le commit qui a été fait avant lui. Il garde aussi cet ID. Maintenant, à chaque moment, Git peut te permettre de faire la différence entre les fichiers. Quand tu fais un Git diff du commit, du premier commit et du deuxième commit, il va te dire le premier commit contenait index.css avec tout ça. Dans le deuxième commit, tu n'as rien rajouté. Et pour index.html, tu avais ces 40 lignes-là et cette fois-ci, tu as ces 60 lignes. Mais voici la différence. Il va te montrer en rouge ce qui existait avant le commit et en vert ce qu'il y a dans le commit, ce qui a été rajouté. Mais on verra ça en pratique, je pense que ça va être plus clair. Mais dis-toi que les commits, ça prend juste une photo. Ça va juste dire, ah, cette fois-ci tu ressembles à ça. Et il garde ça. 2 heures après, tu dis git commit, il va dire, ah, ok, je vois à quoi tu ressembles maintenant. Et il garde cet état-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, c'est une, je ne sais pas ce que tu veux dire par copie, mais ça ne prend pas la différence, comme j'ai dit, ça sauvegarde ton nouveau fichier que tu as. Dis-toi que si tu as fait une modification, tu mets dans index.html ABC, tu sauvegardes, tu fais un commit, il va garder index.html avec ABC. Plus tard, tu ajoutes XYZ dans index.html, tu fais un commit, il va garder ABC XYZ dans ce commit-là. C'est bon? Tu arrives à voir un peu. À chaque fois, c'est une, ça prend l'état de ton travail actuel. Maintenant, est-ce que c'est une copie ou je ne sais pas ce que tu veux dire réellement par une copie, mais il le sauvegarde. Il le met dans un fichier temporaire. Quand tu pars dans le dossier .git, il y a les fichiers de commit qui sont là-bas avec le contenu qui est haché, etc. Ouais, stratégiquement parlant, à l'intérieur du dossier, il y a tout ce mécanisme qui est sauvegardé. Tu peux le voir comme une copie si ça te permet de comprendre, dans le sens où tout le contenu de ton fichier est sauvegardé. All right. Très, très bonne question d'ailleurs, hein. Very good question. Je pense que c'est important, hein, de savoir que Git ne garde pas la différence. Il garde tout le temps ce que tu as à l'état actuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, peut-être qu'on peut faire une pause de 2 minutes ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai envie d'aller voir et on revient pour la pratique.
Question. All right, je vais. Yes, le grand Bangura, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, personne ne peut faire un meet-up pour les débutants, quoi. Vous, les seniors, vous hijackez tout le temps les meet-up. Alors, très bonne question. Tu me diras après vous ce que vous faites dans vos équipes, mais nous, souvent, on supprime. On merge et on supprime la branche parce que je pense que GitHub te permet de restaurer les branches supprimées, je pense. Mais on supprime souvent les branches. Après, il y a certains parmi nous ne suppriment pas. Souvent, on a quelqu'un dans la team, il revient après pour nettoyer Git et il supprime. On n'a pas forcément une stratégie. Je pense que de mes lectures, la plupart des gens, ils conseillent de supprimer si vous êtes dans un dépôt tel que GitHub, etc. Et tu peux toujours restaurer les branches que tu as supprimées, si je ne me trompe pas. C'est pas forcément perdu forever sur GitHub. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites après merge? Ouais. Ouais, moi, je dirais que si la branche contient, disons que c'est une feature qui est super méga importante et que elle n'est pas totalement encore bien testée. Vous pensez la tester pendant 3 mois ou bien pendant 2 mois et que vous pouvez tout le temps revenir dessus pour faire des modifications, etc. S'il y a des raisons vraiment de garder, faut garder quoi. C'est pas très très grave. Je pense même pas que GitHub facture le nombre de branches, mais par, comment ça se dit, normalement, par définition, tout ce qui va dans main, c'est quelque chose dont on est sûr que c'est stable, c'est prêt à être allé dans main, quoi. Donc, ça ne sert plus à rien de garder la branche si on voit les branches comme étant des environnements isolés pour expérimenter ou bien pour tester des choses, quoi. Mais ouais, yep. Babacar? Ouais. Mhm. 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 C'est vrai, c'est vrai. C'est la bonne explication. Et si vous êtes sur GitHub, si vous voulez, yes, ouais. Si vous voulez garder plusieurs versions. Alors, mhm. Alors, je pense que Babacar et Bangoura pourront peut-être apporter plus de clarification, mais moi, dans mes équipes, souvent, les versions, on les tag. Donc, on fait du tagging et souvent, tu peux revenir sur les tags, quoi. Et c'est même les tags que l'on déploie, quoi. Je ne pensais pas si on verra du tag aujourd'hui, mais les tags, c'est un peu comme des commits qui sont spéciales, qui mentionnent
un point où le logiciel est stable et tu lui donnes une version et tu déploies cette version-là. Mais c'est une très bonne question, Tafsir. Je ne sais pas, Babacar et Mamadou, qu'est-ce que vous avez sur... Yes. Babacar? Mhm. Ouais. Tafsir, je sais que tu es aussi dans une grosse équipe. Est-ce que, déjà, si vous utilisez Git, est-ce que vous avez des best practices autour de ça? OK. Yes. Ouais, donc très bonne question, Tafsir. Merci beaucoup. Ouais, si vous voulez versionner, moi, ça, je l'ai considéré un peu comme dans le Git Advanced. Je pensais peut-être d'ici quelques temps à faire une autre séance où on va parler des choses un peu plus avancées, notamment tout ce qui est reflog, cherry pick, tagging, etc. Mais vu que les questions émergent, s'il y en a dans l'audience qui n'ont aucune idée de ce dont on parle, sachez que c'est pas forcément Git, hein, ça c'est plus en environnement de collaboration. Quand vous êtes vraiment dans une équipe, c'est les best practices pour un peu organiser le travail. Et c'est pas forcément les objectifs d'aujourd'hui. Donc, ne vous sentez pas un peu laissé derrière. Mais le tag, d'une manière générale, c'est qu'à un moment donné, comme on a des commits ici, vous avez envie de dire, OK, à partir de ce commit-là, c'est une version du logiciel stable, commercialisable, ou bien c'est une version que je veux dire à tout le monde que si tu utilises cette version-là, tu n'auras pas trop de problèmes. Tous les autres, je ne peux pas te garantir, mais cette version, si tu l'utilises, tu n'auras pas trop de problèmes. En principe, c'est la version la plus stable que j'ai pour toi. Et donc, tu la tags et souvent en développement logiciel, on a ce qu'on appelle le versioning. J'ai oublié le nom, mais il y a un système de versioning avec trois chiffres où tu as un chiffre pour dire qu'il y a eu des changements qui sont vraiment... il y a eu des résolutions de problèmes qu'on appelle souvent des patchs. Euh, un autre chiffre pour dire qu'il y a eu des changements qui sont mineurs et un autre chiffre pour dire qu'il y a eu des changements qui sont majeurs. C'est souvent ce que vous voyez version 1.2.3 ou bien version 0.0.2. C'est ça que ça signifie. OK? But on va arriver à ça, Inch'Allah. Très bonne question. En fait, quand tu fais un merge, bon, je vais répondre ce que je pense. Je suis pas sûr vraiment de ma réponse. Peut-être que les autres pourront aider. Mais quand tu fais un merge, de ma compréhension, tu as un merge commit qui est créé. Donc, le head de la branche main, on crée un merge commit et on déplace le head de la branche main à ce merge commit-là. Et sur cette branche, oui, le head de cette branche était toujours ici, à ce commit, mais quand tu fais un merge commit, vu que tu le ramènes ici, le head, il se trouve, sur cette branche-là, il se trouve à ton merge commit.
Maintenant, qu'est-ce qui est mergé? C'est une très bonne question. Je ne sais pas quelle est la stratégie que Git utilise pour. euh, en fait, je pense que je sais, mais je ne suis pas sûr. Pour ces deux commits-là, vu que ton travail ici, il embarque aussi ton travail de ce point-là, c'est le travail d'ici qui est mis dans un merge commit et qui est envoyé ici. Mais tu n'as pas ces deux commits-là. Maintenant, quand c'est un rebase, tu vas avoir tous les commits qui sont ramenés ici, mais le head est déplacé au dernier head de la branche qui a été rebasé. Je ne sais pas trop si c'est clair. J'aimerais bien que Bangoura, Tafsir ou toute autre personne qui est là qui a plus de clarification, si vous voulez bien répondre à Ibrahima. Ah, si on peut parler de la gestion des conflits. Mhm. Ouais, très, 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 très bonne addition en fait. Sur cet aspect de conflit, Ibrahima, je vais passer aux autres pour qu'ils ajoutent des explications, mais juste, je veux juste un peu simplifier l'explication sur les conflits pour les plus jeunes. Les conflits, c'est quand tu as un fichier, il est modifié sur une branche A et une branche B. Donc, vous êtes deux personnes dans l'équipe et il y a un fichier qui s'appelle index.html. Et Umaina prend le fichier et modifie le titre du site web en page de login, par exemple, une balise H1 qui contenait page de login, et il met le 2 avec un D majuscule, par exemple. Et Ibrahima prend le même fichier dans sa branche, ou bien dans la branche main, et modifie le titre en page de connexion. Quand tu vas merger ces branches-là, Git va te dire, mais sur la même ligne, sur le même contenu, il y a deux versions différentes et je ne sais pas quelle est la version que je dois choisir. Et tu verras, il va te dire, voici la version qui provient de cette branche et voici la version qui existe dans cette branche dans laquelle tu veux merger. Dis-moi quelle version il faut garder. Et souvent, c'est toi-même qui va modifier le fichier. Git va te mettre les deux versions côte à côte avec un langage de Git, tu verras head, etc. Et tu effaces la partie que tu ne veux pas garder et tu sauvegardes. Et Git saura que c'est cette partie qui reste que tu veux garder. Peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. On essaiera de simuler ce scénario et voir si on peut créer un conflit et le résoudre. Mais c'est un peu ce que Tafsir expliquait, que quand tu merges et qu'il y a des conflits, Git ne va pas choisir pour toi. Il va te demander à toi-même de décider quel est le contenu que tu gardes. Et finalement, c'est juste le contenu que tu as choisi qui va être gardé, qui va être mergé. Ibrahima, voilà. Tafsir, je voulais faire un peu cette petite simplification sur les conflits. Yeah, yeah. Euh, les autres, Bangoura, Babacar et les autres, vous voulez apporter plus de clarification sur la question d'Ibrahima? Ok, cool. Ibrahima, c'est clair ou tu as une autre question? Ok.
sur la branche main, tu as accès à tous les commits qui sont dans la branche main. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la différence entre merge et rebase. Parce que par exemple, ici, quand tu merges, tu vois qu'il n'y a que le commit E qui est rajouté dans la branche main. Donc, tu as accès, tu peux passer de E à D, à C, à B, à A pour revenir en arrière dans l'histoire. Mais tu ne peux pas aller à X et Y ici, par exemple, si tu avais X et Y ici. Maintenant, quand c'est du rebase, tu peux revenir à X et Y parce qu'on ramène les commits dans la branche main. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Rebase n'est pas vraiment aimé par les teams parce que si tu as plein de branches, tu te retrouves à avoir une histoire qui est un peu messy, quoi. Parce que, imagine, moi, je suis un développeur lazy, j'ai des commits du genre ajout de X, ou ça marche pas, ou ce genre de commits qui sont bizarres. Si tu les rebase directement, tu risques d'avoir ton git log qui est un peu sale. Mais tout ce qui est sur main, tu peux faire des navigations dans main, aller à un commit, revenir à un autre. Tu peux même supprimer des commits dans main. Donc main, c'est juste une autre branche comme toutes les autres branches, hein. Et ta branche principale n'est même pas obligée de s'appeler main. Tu peux l'appeler develop, tu peux l'appeler branche principale. Main, c'est juste par défaut, quoi. D'ailleurs, par défaut, je pense que c'est master, mais les gens maintenant ont tendance à détester ce mot-là et ils préfèrent main, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. La branche principale, c'est exact. Git ne connaît pas la branche principale par son nom. En fait, pour définir la branche principale, tu as une commande. Si je me rappelle bien de mes commandes, je pense que tu as git config, quelque chose en fait, git config dash dash global et tu as un init default. Je pense que c'est comme ça, default branch, ou quelque chose comme ça en tout cas, et tu donnes le nom de la branche. Tu lui dis que la branche par défaut s'appelle XX. Et ça, tu le fais au début quoi, de ton projet. On verra ces commandes-là. Mais c'est bien qu'on passe beaucoup de temps sur cette partie. On peut même continuer à passer plus de temps sur cette partie parce que comme j'ai dit, si vous comprenez bien ce dont on parle ici, allez à un LLM ou Google. Ces commandes que je vous montre, vous pouvez les retrouver facilement. Vous dites à Google comment définir la branche principale sur Git ou GitHub et il va vous donner la commande que j'essayais de taper tout à l'heure. Yeah. Marc, je reviens à toi. Est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu comprends, vu que tu es un peu notre target? Si tu comprends, je considère que tout le monde a compris. T'es là, Marc? Ok, je pense que Marc doit être occupé. De toute façon, le meet-up, il est fait à une heure où la plupart des Diallo et des Serrères vont prendre leur petit déjeuner, etc. N'hésitez pas à prendre votre petit déjeuner hein, quand vous suivez le meet-up. Tafsir, t'as pris ton petit déjeuner ou pas encore? Ou tu l'as pris à 6 heures là? All right. Ok, Marc, dis-nous hein, si tu comprends pas. Tu nous disais au début que tu n'as pas encore commencé vraiment à programmer comme tu veux. Donc, dis-nous si on doit changer le langage ou ce genre de choses. Ok. All right. Ok, je veux juste prendre 30 secondes à 1 minute pour aller prendre de l'eau et je reviens pour qu'on passe sur la partie pratique. À tout.
All right, I'm back. Donc maintenant, on va essayer de pratiquer un peu. Donc moi, je vais aller dans un dossier ici que j'appelle Lab. Et donc je me retrouve dans ce dossier Lab là. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la ligne de commande, souvent, surtout pour ceux qui sont sur Windows, ce que je fais là, c'est juste l'équivalent de me déplacer dans mon explorateur de fichiers et d'aller dans ici et dans ce dossier-là. Donc, je me trouve actuellement dans ce dossier et je peux faire un clic droit et créer un nouveau dossier ici. OK? Donc, je peux faire un clic droit et créer un dossier que j'appelle Git Workshop, comme ça. OK? Ça, vous pouvez le faire dans votre machine vous-même. Vous créez juste dans votre machine un endroit où on va travailler. Et dites-moi si vous voyez bien ma ligne de commande parce que voilà. Donc là, je suis dans le dossier Elias-bas et je vais faire un mkdir que je vais l'appeler Git Workshop. Alright, et je vais rentrer dans ce dossier-là, Git Workshop. Donc tout le temps, vous pouvez faire ça avec la souris. Vous créez juste un dossier quelque part dans votre machine et vous l'appelez Git Workshop ou bien comme vous voulez et vous rentrez dans ce dossier. Actuellement, mon système me dit que je suis dans ce dossier-là. Une fois que je suis dans ce dossier, alors si vous avez installé Git, je conseille tout le temps de vérifier les configurations de Git. Donc vous faites un git config dash list et j'ai quelques configurations de Git que moi j'ai déjà fait. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Ma branche par défaut va s'appeler tout le temps main et j'ai déjà configuré mon Git pour lui demander en fait d'utiliser l'éditeur Vim quand je dois résoudre des conflits, notamment ou bien quand je dois rédiger quelque chose pour Git en tout cas, c'est un commit ou bien je résous des conflits, etc. Donc vous voyez, c'est ce que Tafsir disait tout à l'heure. Je configure mon nom et mon mail qui doit figurer dans mes commits, etc. OK? Donc ça, c'est mon git config. Mais si vous voulez faire les configurations de base, vous faites un git, j'arrive pas, git config alors global, ça veut dire que vous voulez le faire pour toute votre machine, pour l'instance qui est installée de Git dans votre machine. Si vous voulez le faire localement, vous enlevez le dash global et ça va le faire juste dans le dépôt Git dans lequel vous êtes actuellement. Je ne suis pas encore dans un dépôt Git ici. Je suis dans le dépôt là, je ne l'ai pas encore initialisé comme un dépôt Git. C'est juste un dossier dans ma machine. Donc, pour le moment, je ne peux pas vraiment le faire en local. Mais globalement, ces commandes-là, c'est des commandes qu'il faut faire d'une manière globale parce que vous en aurez tout le temps besoin. OK? Vous faites un dash global, global, et vous donnez le nom de l'utilisateur. Donc, user.name, et vous faites espace, et vous donnez votre nom. OK? Et vous tapez sur Entrée, et vous aurez Git qui saura maintenant quel nom il doit utiliser quand il fait des commits. Bon, moi, je ne vais pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Mais vous pouvez aussi rajouter le mail en faisant user.email et vous donnez le mail. Et une fois que vous faites ça, ces deux commandes, donc après chaque commande, vous tapez sur Entrée. Hein. Je ne suis pas en train de taper sur Entrée parce que j'ai déjà une installation de Git. Mais ça, c'est une fois que vous avez fini d'installer Git. OK? Donc, Git config global user.email pour saisir le mail de l'utilisateur principal de cette installation de Git dans la machine. Config global global user.name pour le nom, ainsi de suite. Donc ici, c'est mon mail que je dois mettre. OK? Comme ça. Alors, de préférence, mettez le mail qui est associé à votre compte GitHub. Si vous allez sur GitHub, dans votre profil, je pense si vous allez dans How can I access my settings? Si vous allez dans Settings, je pense que vous avez, vous avez les publics. Vous pouvez avoir plusieurs mails
qui sont associés à votre compte GitHub et vous pouvez définir votre mail qui est public et votre mail principal. Par contre, je ne sais plus à peu près où est-ce que vous managez vos mails. C'est quelque part un compte. C'est quelque part dans cette interface-là, OK? Vous pouvez avoir plusieurs mails associés à votre compte Git. All right. Donc, une fois que vous faites ça maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est la commande qu'on avait saisie tout à l'heure, git config dash global init.default branch espace et vous donnez le nom de votre branche. Vous pouvez dire par exemple branche principale. Vous pouvez l'appeler comme ça si vous voulez que ça soit tout le temps votre branche par défaut. OK? Et si je fais ça et que tu tapes sur Entrée, quand tu vas créer le dépôt, tu verras que ta branche principale sera branche principale. Donc, vous donnez le nom de votre branche. Souvent, les gens, ils font main. OK? Sinon, je pense que Git par défaut va la nommer master. Une fois que vous faites ça maintenant, vous avez appliqué des configurations globales à votre système, à votre installation de Git. Et ça, à chaque fois que vous créez un dépôt Git, vous aurez cette configuration-là, ces configurations qui sont appliquées. Après, il y a des configurations que vous pouvez faire d'une manière locale. OK? Alors, vous n'avez pas besoin vraiment de retaper ces commandes dans vos machines. Tout ça se trouve dans le cheat sheet que je regarde là à gauche, à droite. C'est le cheat sheet que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc, ça se trouve là-bas. Je l'ai aussi dans ma machine ouverte. C'est là-bas que je regarde pour taper les commandes. Je ne retiens pas ces commandes-là. Il y a beaucoup de commandes que je ne retiens pas. Donc, je regarde là-bas. Après, vous l'avez aussi. Vous aussi pouvez regarder ce cheat sheet. Vous pouvez le garder autant que vous voulez jusqu'à ce que vous soyez familier avec Git. Il contient l'ensemble des commandes qu'on va taper aujourd'hui et peut-être quelques variantes de ces commandes. Ou bien, s'il y a des suggestions de commandes qui sont données par l'audience, je vais mettre à jour le fichier et les mettre là-bas. Au cas où il y a des commandes qu'on ne connaissait pas et qui sont partagées. Maintenant, une fois que vous faites ça et que vous êtes dans votre dossier de travail, première chose à faire, c'est que vous faites un git init. Alors, avant de faire un git init, à partir de là, je vais ouvrir mon éditeur de code. Je vais ouvrir Visual Studio Code. Donc, je fais code point et j'ouvre Visual Studio Code. Et donc là, j'ai Visual Studio Code qui est ouvert. Donc, je vais zoomer. Voilà. J'ai Visual Studio Code qui est ouvert. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Visual Studio Code, c'est un peu comme Word, mais c'est plus un outil pour développer des logiciels. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour saisir votre mémoire, si vous voulez, avec des markdown ou bien du latex, etc. C'est à vous de voir. All right. Vu que je suis là, vous voyez ici maintenant c'est vide. J'ai absolument rien ici. Je vais ouvrir mon terminal dans Visual Studio Code. Donc à droite, j'ai mon terminal. À gauche, j'ai l'explorateur de fichiers. Donc là où vous voyez les fichiers qu'on crée. Et ici, ça va se trouver le fichier qu'on est en train d'éditer. Donc ici, je vais taper git init pour dire que j'initialise ce dossier-là comme un repo Git. Donc, quand vous êtes dans votre machine, vous créez un nouveau dossier, vous voulez que ce dossier Git reconnaisse ce dossier et commence à traquer des fichiers dans ce dossier, vous faites un git espace init, comme initialiser, mais init, I-N-I-T. Et quand vous tapez sur Entrée, il va vous dire qu'un dossier vide, dépôt vide de Git a été initialisé. Et il va me créer ici, where are my files? Je pense que je dois... Pourquoi je ne vois pas mon fichier .dot? Il est caché? Je m'attendais à voir le fichier .git, mais quand vous faites un ls-a, vous voyez un dossier .git qui est créé ici. Et l'article que je vous ai partagé tout à l'heure, que j'avais écrit, il explique uniquement ce qui se trouve dans ce fichier dossier .git. Quand on essaie de s'aventurer dans ce dossier, on fait un ls.git. Vous voyez à l'intérieur, vous avez le head, vous avez des hooks, object, refs, info, config, etc. Donc, c'est un peu la base de données de Git. C'est le dossier dans lequel Git va mettre Git va travailler. Donc, quand vous traquez quelque chose, Git va écrire des choses dans ce dossier-là. Quand vous supprimez quelque chose, Git va écrire des choses dans ce dossier. Donc, c'est un peu le répertoire mémoire qui permet à Git de travailler.
Donc, comment Git aussi sait que ce dépôt est traqué? C'est qu'il va rechercher un dossier .git à la racine de votre dépôt. Si vous avez un dossier et que vous créez un dossier .git à l'intérieur, Git va le traquer comme un dossier Git. Et vous voyez par défaut, il me dit que je suis sur main. Alors ça, peut-être que vous n'avez pas la même vue parce que moi, j'ai configuré mon terminal pour qu'il se présente comme ça. Peut-être que vous, votre terminal ne va pas se présenter comme ça. Si vous voulez avoir quelques infos de est-ce que Git est initialisé, est-ce que tout marche, vous faites un Git status. Et là, il vous dit on est sur la branche main, aucun commit n'a été fait et il n'y a absolument rien à committer. Donc, crée ou copie des fichiers et utilise git add pour commencer à traquer. OK? Donc, Git status va nous permettre à tout moment, on va faire beaucoup de Git status, ça va même devenir une routine pour vous, pour savoir à peu près dans quel état vous vous trouvez avant de faire des commits ou bien des adds, etc. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant créer un fichier ici que j'appelle readme. Souvent le readme il est en majuscule, readme.md. Et c'est un fichier Markdown. Et dès que je le fais, vous voyez, mon éditeur, il le met en vert pour dire que c'est un nouveau fichier. Et il y a un U ici pour dire que c'est untracked. C'est un fichier qui n'est pas traqué par Git. OK? Quand je mets ce fichier et que je fais un Git status, maintenant, il me dit sur la branche main, toujours, pas de commit. Et on a un fichier readme.md qui n'est pas traqué. OK? Regardez la différence. Et quand je reviens à notre présentation, on est toujours ici, dans le working directory. OK? Si on n'est pas encore allé dans le staging area. Maintenant, vu que j'ai ce fichier README, je vais commencer à travailler. Je vais mettre quelque chose. Je vais dire Git workshop. Oups. Et je vais dire quelque chose du genre sat octobre 18th. Voilà, je vais faire un truc comme ça. We love Git. Voilà, je saisis ça dans mon fichier Markdown, je sauvegarde et maintenant je fais un clear pour que vous puissiez voir les commandes. Je fais un git status et vous voyez, il me dit toujours le fichier readme n'est pas traqué. Maintenant, si je veux committer ce fichier, si je veux le faire avant de commit, rappelez-vous toujours, je dois venir dans le staging area. C'est l'endroit où je mets les fichiers pour qu'ils soient committés. Donc, je fais un git add. Quand vous faites un git add, vous avez trois possibilités. Si vous faites un git add point, ça va ajouter tout ce qui se trouve dans le untracked, ça va le mettre dans le staging area. Donc, si vous aviez 5 fichiers ici, tous les 5 fichiers vont aller dans le staging area. Et s'il y a des fichiers que vous ne voulez pas qu'ils soient committés, vous risquez de les committer. Donc, attention à git add. C'est une commande qui est un peu dangereuse parce qu'elle elle fait tout. Elle ajoute tous les fichiers. Git add point. L'autre option que vous avez, c'est de mettre ce qu'on appelle des wildcards. Vous pouvez définir des patterns. Vous pouvez dire, par exemple, je veux ajouter l'ensemble des fichiers, je mets étoile, point qui se termine par MD. Donc, ça va ajouter que les fichiers qui se terminent par MD. OK? On va voir ça. Après, je vais rajouter ici un fichier qui s'appelle test.txt. Je vais faire je suis du texte. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, j'ai un test. Quand je fais un git status, j'ai readme.md et test.txt. Quand je fais un git add point, il va rajouter les deux fichiers en même temps. Quand je fais git add étoile.md, il va rajouter que les fichiers qui se terminent par md. Donc, étoile, ça veut dire tout type de caractère qui est terminé par .md. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, il va prendre tous les fichiers qui se terminent par md. Sinon, vous pouvez faire un git add et vous nommez les fichiers, fichier par fichier. Vous pouvez faire un git add readme.md, espace et test.txt. Et vous nommez les deux fichiers que vous voulez ajouter dans votre staging area, séparés par des espaces. Donc, toutes les trois options sont possibles et selon la situation où vous vous trouvez, vous utilisez l'une des options. Moi, je vous dis, j'utilise beaucoup plus git add point. Mais après, je fais un git status pour voir si j'ai rajouté un fichier par inadvertance que je ne voulais pas rajouter.
Donc, si je fais un git add readme.md et je fais à cette fois-ci git status, je vois maintenant que changes to be committed, ça c'est le staging area. Il te dit que tu as des changements, des modifications que tu veux committer, qui sont prêtes à être committées. C'est le readme.md. Et il te dit que c'est un new file. Et ici, il te dit qu'il y a toujours un fichier que je n'ai pas traqué, c'est le test.txt. Qu'est-ce que ça veut dire que le fichier n'est pas traqué? C'est que si je le perds à l'instant là, si je le supprime, Git ne peut rien faire pour moi. Il ne l'a pas traqué. OK? Ce fichier readme.md, je peux le sortir du staging area. À ce stade, ce que nous avons, c'est que nous avons un fichier texte txt dans Working Directory et un fichier .md dans Staging Area. Mais on n'a encore rien commité dans le repository. OK? Maintenant, si je veux le commit, je fais un git commit et j'ai deux options à partir de là aussi. Si je fais un git commit, je peux directement lui passer un message et le message sera sur une seule ligne. Donc, je peux dire Yahoo, mon premier commit, something like that. Voilà. Et je pense que les commits prennent des emojis. Do they? They don't. OK. Ça prend des emojis, yes. Donc, tu peux pas mettre un emoji ici si tu veux, etc. Ouais. OK, cool. OK. OK, yes, yes. Donc, oui, vous pouvez être assez fun. Je pense que Babacar va partager le lien euh, du document dont tu parles. Moi, je n'ai jamais testé si on peut mettre des emojis dans les commits, mais oui, a priori, on peut les mettre. Tout ce qui est du texte peut aller dans un commit. Et les emojis sont des textes, hein. Donc, ouais, mon premier commit. Et quand je tape sur Entrée, là, je vais faire un commit et il va me donner des informations sur le commit. Il va me dire root commit, c'est ton premier commit dans main. Voici le hash du commit. Donc, ça, c'est l'identifiant du commit dont je vous parlais. Et Yahoo, mon premier commit, c'est le message. Oui, Babacar? Git emoji. OK. Cool. Thanks. Merci beaucoup. Donc, oui, ici, tu vois, il y a le message Yahoo, mon premier commit. Et il me dit, il y a un fichier qui est changé. Il y a 5 lignes qui ont été rajoutées, 5 insertions. Et tu vois, si on compte, c'est 5 lignes, même s'il y a des lignes qui sont vides. Et il me dit, ça a été créé, c'est le readme.md. Donc, il me donne des informations. Je sais que mon commit a réussi. OK? Et ensuite, je peux refaire toujours un git status. Je vois que je n'ai plus rien maintenant, à part le txt. Donc, les commits, les fichiers committés, tu ne les vois pas. OK? J'ai un seul fichier qui n'est pas traqué, c'est le txt. Et si vous regardez bien dans mon fichier, il y a ce 1 là qui me permet de dire qu'en fait, que j'ai un problème avec le markdown, mais il n'y a plus le U qu'il y avait ici pour dire que ce n'est pas traqué. Si vous regardez par contre là sur le TXT, il y a ce U qui me dit untracked. Mais ça, c'est vraiment VS Code. Je préfère pas trop vous montrer ça parce que ça, c'est spécifique à mon environnement. Si vous n'avez pas le même environnement, vous ne voyez pas ces choses-là. Mais la manière de voir, c'est de faire un git status qui vous permet de savoir à tout instant quel est le statut de Git dans votre dépôt. Ensuite, maintenant, on peut regarder le commit qui a été créé. On fait un git log. Et quand on fait un git log, on voit l'ensemble, une liste des commits. Donc, git log, c'est l'équivalent de ça, d'afficher cette ligne-là. Ça va vous montrer l'ensemble des commits sur la branche sur laquelle vous êtes. Donc, il me dit qu'il y a un commit. Voici l'identifiant complet. Donc, par défaut, il va vous montrer l'identifiant qui est tronqué, mais vous pouvez voir l'identifiant qui est complet qui est là. Il vous dit que le head, il pointe sur cette branche-là. En fait, c'est ce commit-là qui est le commit head et on est sur la branche main. En vrai, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport aux branches, mais les branches, en réalité, vous pouvez penser que les branches, c'est tout ça, mais en réalité, les branches, c'est juste des noms de commit. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ces débats philosophiques. Mais en réalité, la branche, c'est juste le nom du head de cette branche-là sur ce commit. Bref,
un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'il vous dit ici head main. Donc, il vous montre qu'en fait, on a le head sur la branche main. Et vous voyez, le nom et le mail que j'avais mis dans mes configurations sont mis dans auteur, la date et l'heure à laquelle on a commité et le message du commit. Okay? Si vous voulez quitter cette vue, vous tapez sur la lettre Q et vous quittez. Alright, on vient de faire notre premier commit et on vient de le visualiser. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis très content qu'on soit arrivé à ce stade. Questions? Ou suggestions? Ou quelque chose que vous voulez ajouter? Les masters qui sont là? Alright. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue notre découverte de Git. Donc, je récapitule. Git espace config vous permet de faire des configurations. -- global va vous permettre de faire des configurations qui s'appliquent à tout votre système, donc toute la machine. Partout où vous tapez la commande git, ces configurations vont s'appliquer. Je pense qu'il y a -- local qui va vous permettre de faire l'inverse, de configurer dans le dépôt dans lequel vous êtes. Ensuite, vous avez, si vous créez un dossier que vous voulez le convertir en un dépôt Git, vous faites un git espace init. Quand vous tapez git espace init, vous avez votre dépôt Git qui est configuré. Et il y a un dossier .git qui est créé. OK? Ensuite, git status va vous permettre de voir l'état de votre dépôt à chaque instant. S'il n'y a rien, il vous dira qu'il n'y a rien dans ce dépôt. S'il y a quelque chose, il vous dira qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas traqué. S'il y a quelque chose qui est traqué, il vous dira que voici ce qui est traqué, voici ce qui n'est pas traqué. Et ce qui est traqué, c'est ce qui se trouve dans votre staging area et c'est ça que vous pouvez committer. Pour faire un commit, vous devez d'abord, en fait, pour traquer quelque chose, vous faites un git add. Donc, pour faire un commit, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui est traqué. Pour traquer quelque chose, vous faites un git add. Et git add a 3 options. Soit ça utilise un pattern, un wildcard, pour matcher des fichiers suivant un pattern. Ceux qui connaissent les expressions régulières sauront de quoi je parle. Soit vous utilisez le nom du fichier, soit vous faites un git add espace point pour ajouter tout ce que vous avez. Oui, l'enregistrement s'est arrêté. Je pense qu'il y a une limite. Je ne sais pas si c'est arrêté.